Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Washington aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo dans la lutte contre le terrorisme. Un fonds spécial devrait être alloué pour renforcer les capacités sécuritaires de ces pays du Golfe de Guinée. Emmanuel Macron réitère sa détermination à voir l'Europe réaffirmer sa souveraineté sur l'échiquier international. Il l'a redit hier mardi lors d'une conférence à La Haye aux Pays-Bas. Nouvelle escalade au Proche-Orient, 2 Palestiniens ont été tués mardi dans une attaque manquée contre un poste de Tsahal en Cisjordanie. On y revient en cours d'édition. Lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, les États-Unis préparent une aide importante en faveur de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo pour aider ces pays à mieux se barricader contre le terrorisme. Cette aide devrait également servir à soutenir les efforts de résilience économique des régions nord de ces pays, généralement plus exposés au risque d'implantation terroriste du fait de la pauvreté. Les États-Unis préparent une aide à long terme pour la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, menacés par une extension des violences djihadistes du Sahel aux régions côtières d'Afrique de l'Ouest. Des responsables du département d'État américain ont affirmé qu'un soutien occidental était également crucial pour empêcher la progression dans les pays du Sahel des mercenaires de la société de sécurité privée russe Wagner, déployés notamment au Mali. Un renforcement de l'aide américaine aux régions côtières de l'Afrique de l'Ouest avait également été communiqué lors de la visite au Ghana de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, en mars dernier. 100 millions de dollars sur 10 ans avaient été promis pour consolider la résilience de cette région. Le département d'État cherche également à obtenir des fonds supplémentaires, notamment dans le cadre du budget de lutte contre le terrorisme. Grégory Logerfo, un haut fonctionnaire du département d'État américain chargé de la lutte contre le terrorisme, a fait savoir que les États-Unis souhaitent aider les gouvernements qui sont plus intéressés par une approche globale et une bonne gouvernance à traiter les problèmes du nord de leur territoire où les ressources sont plus limitées. Le chef de l'État français Emmanuel Macron était ce mardi à La Haye, première étape de sa visite de 48 heures aux Pays-Bas. Cette journée a été marquée par cette nouvelle prise de position du dirigeant français en faveur de la souveraineté stratégique européenne dans tous les domaines, notamment sur les plans économiques et géostratégiques. Le point dans cet élément. Au cœur de la visite du président de la République aux Pays-Bas, la question de l'avenir de l'Europe. Dans un discours d'une trentaine de minutes à La Haye, Emmanuel Macron plaide pour une plus grande souveraineté européenne. La pandémie et la guerre nous ont poussés à découvrir qu'il faut réduire nos dépendances si l'on veut préserver l'identité européenne. Sinon, nous serons progressivement dépendants de tout. Après ses propos polémiques sur Taïwan et l'autonomie stratégique européenne, Emmanuel Macron insiste cette fois sur la nécessité d'une indépendance économique de l'Union. Nous pouvons mettre en place une nouvelle doctrine économique qui nous permettra de concilier la création d'emplois, le financement de notre modèle social, la gestion du changement climatique et le fait d'être plus souverain et de décider par nous-mêmes. Le président de la République appelle à renforcer le poids de l'Union européenne face à la Chine et aux États-Unis avec le développement de politiques industrielles ambitieuses, mais aussi plus de protectionnisme dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et la cybersécurité. L'Union européenne s'est pour la première fois dotée d'un outil permettant de bloquer ou d'interdire les participations ou acquisitions étrangères dans des entreprises stratégiques. C'est un changement idéologique complet. Jusqu'à très récemment, nous considérions que nous étions ouverts sans aucune condition. Emmanuel Macron défend aussi l'idée d'un commerce plus équitable en arrêtant de signer des traités de libre-échange avec des pays ne respectant pas l'accord de Paris de réduction des émissions de CO2. Dans l'actualité sécuritaire au Proche-Orient, l'armée israélienne a neutralisé ce mardi 2 Palestiniens qui tentaient selon elle de s'attaquer à l'un de ses postes de contrôle en Cisjordanie. Un incident de plus qui dénote de l'aggravation des tensions dans la région. L'armée israélienne a abattu ce mardi 2 Palestiniens qui avaient ouvert le feu sur l'une de ses positions près de la ville de Naplouse en Cisjordanie.
Ce nouvel épisode de violence intervient dans un contexte de regain de tension particulièrement marqué depuis une semaine suite à l'intervention des forces de sécurité israéliennes à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa en plein mois du Ramadan. Ces violences ont également été marquées par la mort d'une Israélo-Britannique tuée par balle avec ses 2 filles lors d'une attaque vendredi dernier contre son véhicule. Face à la montée des tensions, le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou a annoncé l'interdiction pour les non-musulmans de se rendre sur le site de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et ce jusqu'à la fin du Ramadan, une mesure qui vise à apaiser la situation après les violences de ces derniers jours, mais qui est loin de faire l'unanimité au sein du gouvernement d'extrême droite. L'accès à la mosquée Al-Aqsa réservé aux musulmans, et ce jusqu'à la fin du Ramadan. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le Premier ministre dans une rare tentative pour apaiser les tensions autour du lieu saint. La semaine dernière, un raid israélien mené à l'intérieur du lieu de culte a mis le feu aux poudres. Plusieurs roquettes ont ensuite été tirées depuis Gaza, le Liban et la Syrie. Une escalade aussi alimentée par l'État hébreu. Nous sommes toujours en plein combat. Nous sommes prêts à mener des actions plus fortes sur tous les fronts si nécessaire. La mosquée Al-Aqsa est le 3e lieu saint de l'islam. Elle est aussi sacrée pour les Juifs qui l'appellent le mont du Temple. Les autorités israéliennes partagent le contrôle de l'édifice avec les musulmans. Les non-musulmans peuvent eux s'y rendre, mais ne peuvent prier. Lors de l'assaut sur la mosquée la semaine dernière, au moins 12 Palestiniens ont été blessés et au moins 350 ont été arrêtés. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre israélien impose de telles restrictions, mais au sein de son gouvernement d'extrême droite, sa décision a bien du mal à passer. Quand le terrorisme nous frappe, nous devons répondre avec une grande force et non pas céder à ses caprices. Les tensions entre Israéliens et Palestiniens ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. La période du Ramadan était d'autant plus redoutée qu'elle coïncide cette année avec la Pâque juive. En marge de l'annonce de Benjamin Netanyahou, l'armée a annoncé la mort de 2 Palestiniens armés qui circulaient à bord d'un véhicule près de Naplouse. Pour être complet sur ce dossier, revenons sur le discours de Benjamin Netanyahou prononcé ce lundi. Parmi les points essentiels à retenir, l'appel à l'unité face aux ennemis de l'État hébreu, la réhabilitation du ministre de la Défense Yoav Gallant, mais aussi ses pics lancés à l'opposition. Regardez. C'était un discours très attendu. Benjamin Netanyahou s'est exprimé ce lundi soir sur la situation sécuritaire du pays, sur fond de tensions toujours plus importantes. Face à des sondages désastreux et la colère des citoyens en raison de l'escalade des tensions, le Premier ministre a promis de restaurer la sécurité du pays en agissant sur tous les fronts. Il a ajouté qu'il ne permettra pas au Hamas de s'établir au Liban et que les terroristes responsables des attentats rendront des comptes. Des attentats qui ont coûté la vie à 19 Israéliens depuis le début de l'année. Vous me connaissez, je n'agis pas imprudemment. J'agis de manière résolue et déterminée et surtout j'agis de manière responsable. Je vous le dis ce soir, peuple d'Israël, nous repousserons ces menaces et nous vaincrons nos ennemis. Nous l'avons fait par le passé et nous le ferons encore. Nous rétablirons la dissuasion, nous réparerons les dommages dont nous avons hérité. Dans cette optique, Benjamin Netanyahou a annoncé la réintégration à son poste du ministre de la Défense Yoav Gallant, qu'il avait lui-même limogé il y a 2 semaines après ses propos contre la réforme judiciaire. Dans ce discours d'une demi-heure, Benjamin Netanyahou a également accusé l'opposition pour la recrudescence des attaques et que le gouvernement précédent avait fait preuve de faiblesse et avait renforcé les ennemis d'Israël. Des accusations qui interviennent après les récents sondages d'opinion qui montrent que son parti, le Likoud, ne parviendrait pas à obtenir la majorité si des élections avaient lieu maintenant. Les propos du Premier ministre ont été rapidement dénoncés par les membres du gouvernement précédent. Naftali Bennett a qualifié son discours de honteux et le chef de l'opposition Yair Lapid a déclaré qu'il devait arrêter d'accuser les autres et prendre ses responsabilités. Son discours a également fait réagir la société israélienne puisque des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv après sa conférence de presse. Certains ont pénétré sur l'autoroute Ayalon et ont brièvement bloqué la circulation. Plusieurs personnes ont été arrêtées.
C'est le 14 mai prochain que les électeurs turcs seront convoqués dans les urnes pour la présidentielle 2023. Le scrutin devrait être très suivi à l'échelle internationale, notamment en raison de la posture d'équilibriste que tente d'afficher le président sortant Recep Tayyip Erdogan dans la gestion des grands dossiers tels que le conflit en Ukraine, la crise sino-taïwanaise ou encore le conflit au Proche-Orient. Euronews en fait une analyse. À l'approche de l'élection présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a invité Vladimir Poutine pour l'inauguration à la fin du mois de la première centrale nucléaire du pays, construite par la Russie. Cette invitation intervient alors que le président turc s'est posé en médiateur dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev, œuvrant notamment pour le déblocage des céréales ukrainiennes. Avant l'élection présidentielle du 14 mai, Recep Tayyip Erdogan est dans une difficile position d'équilibriste sur la scène internationale. The challenge for Turkey is going to be to define itself where it stands. If the opposition wins, Turkey is going to side with the West. It doesn't mean that the West is a perfect world. The West also has lots of problems in terms of democracy, in terms of political rights. When you look at the situation in England, in Hungary, in Poland, you don't see very nice pictures over there either. Pour l'Occident, Recep Tayyip Erdogan suscite toujours des interrogations, voire la méfiance. En décembre dernier, il avait multiplié les menaces vis-à-vis de la Grèce, pourtant un partenaire de l'OTAN, en déclarant notamment qu'un missile pourrait atterrir à Athènes. La militarisation des îles grecques de la mer Égée orientale avait attisé sa colère. Alors que la Turquie reste un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, Bruxelles a pointé l'absence de progrès et l'autoritarisme du gouvernement turc. People totally forgot that issue here in Turkey, and it is obvious to many people, many factions of the society, that the membership of the EU is a dream. It's not a reality anymore. I don't see that both sides have a strong desire to come together. L'Union européenne a pourtant besoin de la Turquie dans des domaines clés comme l'immigration. Bruxelles a mis en place un mécanisme financier qui a déjà mobilisé 6 milliards d'euros pour permettre à Ankara de prendre en charge les quelques 4 millions de réfugiés que la Turquie accueille sur son sol. Erdogan, qui s'est rapproché du régime de Damas, a dit souhaiter le rapatriement d'1 million de réfugiés syriens. Hier, l'on évoquait la crise de l'inflation qui ébranle l'Égypte en plein mois de Ramadan. Certes, au Maroc, le taux d'inflation de 9% est bien loin des 32,7% de l'Égypte, mais des Marocains sont pourtant sortis ce 8 avril dans les rues de plusieurs grandes villes pour dénoncer la cherté de la vie. On suit ce reportage. Des manifestations ont eu lieu samedi dans différentes villes marocaines pour protester contre le coût élevé de la vie à l'appel d'une coalition de partis de gauche. À Casablanca, ils étaient plus d'une soixantaine réunis à la place Ragna dans un quartier populaire de la mégapole. Ces manifestations surviennent dans un contexte de forte poussée inflationniste, en plein mois sacré du Ramadan, mettant le gouvernement sous le feu des critiques. C'est un sitting de protestation contre la cherté de la vie, contre les politiques qui violent les droits des Marocains, qui bafouent les droits économiques sociaux, surtout des Marocains, mais aussi les droits politiques, parce qu'il y a aussi des prisonniers politiques en prison. Il y a énormément de problèmes en ce qui concerne la cherté de la vie, en ce qui concerne les droits, le droit à l'enseignement, le droit à la santé et différents droits qui sont bafoués. Donc c'est un sitting de colère, pour exprimer notre colère, notre protestation, mais aussi pour rappeler que tous les personnes qui sont là, toutes les organisations qui sont là, continueront la lutte pour un Maroc meilleur. Le taux d'inflation au Maroc a atteint 9,4% au premier trimestre de cette année, contre 4% à la même période l'année dernière, selon le Haut Commissariat au Plan. On reste au Maghreb et on met le cap sur la Tunisie où le président Kais Saied a profité de la commémoration du 23e anniversaire de la mort d'Habib Bourguiba à Monastir pour dénoncer les dictats du FMI. L'institution de Bretton Woods exige de Tunis des réformes économiques avant le déblocage d'un prêt de près de 2 milliards de dollars. Des précisions dans cet élément.
À l'occasion du 23e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, le président tunisien Kais Saïed a pris la parole à Monastir, soulignant que le pays n'acceptera en aucun cas des dictats de l'étranger. Le dirigeant a appelé les Tunisiens à faire preuve de responsabilité et à préserver la paix sociale. Le monde doit comprendre, tout comme les institutions financières, telles que le Fonds monétaire international, que les êtres humains ne sont pas des chiffres ou une série de nombres à soustraire ou à additionner. La paix civile existe. Nous voulons que le monde respecte la volonté du peuple. Les autorités tunisiennes négocient depuis plusieurs mois avec le FMI pour obtenir un prêt de 1,9 milliard de dollars. L'institution financière internationale exige de Tunis des réformes économiques et la levée des subventions sur certains produits de base. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était ce mardi dans le camp de réfugiés de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie. Le numéro 1 des Nations Unies a pu constater de visu l'ampleur du drame humanitaire qui sévit dans ce pays, où près de 5 millions de personnes sont menacées par la famine. Il a tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence de venir en aide aux populations sinistrées. En visite en Somalie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est allé à la rencontre de personnes déplacées sur le camp de Baidoa. Le pays, marqué notamment par une crise sécuritaire permanente due à une insurrection islamiste sanglante, a depuis l'année dernière déclaré une guerre totale contre Al-Shabaab. Plus de 3000 combattants du groupe terroriste ont été tués depuis le lancement de l'offensive en septembre dernier, selon le gouvernement. Tout d'abord, je suis encouragé par la capacité des Somaliens à augmenter progressivement leur habilité à libérer des zones des Shebab. Ils l'ont déjà fait dans d'autres parties du territoire. J'espère qu'ils seront en mesure de le faire également ici. Sur le camp, Antonio Guterres s'est adressé à des familles qui vivent dans des abris de fortune. Il a appelé la communauté internationale à résoudre le drame humanitaire dont il a été témoin dans ce camp. En Somalie, 5 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a eu 5 années consécutives de sécheresse. Les gens que j'ai rencontrés ont perdu leur bétail, ils ont perdu leurs biens, ils ont tout perdu. Donc cette combinaison de terrorisme et de sécheresse, largement causée par le changement climatique, crée une tempête parfaite pour le peuple somalien. Les pluies saisonnières ont provoqué des inondations qui ont coûté la vie à 21 personnes et en ont déplacé plus de 100 000 selon les Nations Unies. Nous avons 6 millions de personnes qui ont besoin d'aide. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale et seulement 15% de cet appel est financé jusqu'à présent. La communauté internationale a fait preuve d'indifférence face au drame du peuple somalien. Il est temps de se pencher sérieusement sur ce peuple qui souffre trop. Bien que les seuils de famine n'aient pas été atteints en Somalie, les Nations Unies indiquent qu'environ la moitié de la population aura besoin d'une aide humanitaire cette année, 8,3 millions de personnes étant touchées par la sécheresse. Ce mot de culture pour dire que la 15e édition du festival dénommé Coco Adobidjan Côte d'Ivoire s'est tenue du 8 au 10 avril dernier dans le département d'Aboisseau autour du thème cohésion sociale et valorisation de la culture à Caen-108, suivant le reportage de la rédaction de A12. La 15e édition du Coco Adobidjan, festival dédié à la promotion de la culture Agni, s'est tenue du 8 au 10 avril 2023 au bord de la lagune Abi, dans le département d'Aboisseau, plus précisément dans le village d'Abiati. Placé sous la présidence de la ministre de la Culture, le festival est placé sous le thème de la cohésion et de la valorisation de la culture africaine et particulièrement celle de la culture à Caen-108. Le Coco Adobidjan, c'est un festival qui réunit chaque année, à l'occasion de la Pâque, tous les fils et filles d'Abiati. Abiati a la plus belle plage de la zone, donc ça fait que quand on organise ce genre d'événement, c'est tout le monde en fait qui accourt dans le village. Le Coco Adobidjan était aussi un moment d'affaires pour les opérateurs économiques qui ont profité des 12 000 participants du festival cette année.
Il y a un peu de tout ici. Le poulet, là, on veut faire 5 000 francs le plat. Maintenant, les crevisses, on fait 1 000 francs. Ça marche, les clients viennent, ils ne se plaignent pas. En tout cas. Les cadres d'Abiati continuent de soutenir ce festival et appellent à son institutionnalisation. Il faut dire que depuis la création de cette plage-là, les activités ont pris de l'ascendance au niveau du village. Chaque jour que Dieu fait, nous avons des étrangers qui viennent visiter la plage. Et qui dit étranger dit rentrée de devises. Tous ceux qui font des activités au niveau de la nourriture, cuisine, boisson, aujourd'hui, on ne dit pas qu'ils roulent sur de l'or, mais ils sont heureux parce que leurs commerces ont commencé à bouger. Véritable moment de détente et de plaisir, les participants n'ont pas boudé leur plaisir pendant ce week-end pascal. C'est la fin de l'édition de l'information de ce mercredi. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous pour demain jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.